Annette Odiquet, vous êtes conservatrice du MUMA, Géraldine Lefebvre, attachée de conservation au MUMA, donc le musée du Havre. Nous vous recevons pour la parution de ce très beau livre, Le Cercle de l'Art Moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre, et à l'occasion de l'exposition du musée du Luxembourg, qui ne pouvait évidemment se faire qu'avec le partenariat du MUMA, tant il est vrai que le Cercle de l'Art Moderne est né au Havre. Alors, Annette Odiquet, le Cercle de l'Art Moderne, est-ce finalement une association dissidente de feu, la Société des Amis des Arts ? En quelque sorte, oui. Une société des Amis des Arts qui se crée donc avant le premier musée du Havre. Donc il y a une histoire déjà longue qui invite depuis des années des artistes contemporains, mais dont les membres se trouvent peut-être un petit peu à l'étroit en cette toute fin du 19e, début du 20e siècle, et des collectionneurs plus proches des avant-gardes qui vont donc décider de créer cette association, le Cercle de l'Art Moderne, en collaboration avec des artistes, de grands artistes, de futurs grands artistes tels que Dufy, Friese ou Braque. Alors collectionner, écrivez-vous, est un acte profondément personnel. Chaque collection a son âme propre. Alors je voudrais vous demander à toutes les deux quelles sont finalement les particularités. Alors Annette Odiquet d'abord des collections d'Annie Viessen et de Charles-Auguste Marand, et Géraldine Lefebvre des collections de Pieter van de Velde et de Georges Dusseuil. Alors, Olivier Sen va collectionner en fait selon ses convictions, comme tous les collectionneurs bien entendu. Sa collection, il la constitue à partir des années 1900. Les impressionnistes vont rentrer dans sa collection, bien entendu. Pissarro le premier, Monet assez rapidement, Sisley aussi, Boudin bien entendu. C'est un collectionneur qui va s'intéresser pas forcément au moment de la production des œuvres, aux œuvres Nabi. Il aura des œuvres de Vuillard, de Bonnard, Sérusier, Vallotton dans ses collections. Il ne va pas acheter lui-même d'œuvres fauves, sauf à Marquet, un fauvisme tempéré. Et c'est un collectionneur qui va poursuivre pendant l'entre-deux-guerres, enrichir cette collection. Ce qui le distingue peut-être des autres, c'est qu'il s'intéresse à un artiste comme Henri Edmond Cross, un néo-impressionniste dont il va acheter des œuvres et des dessins, des peintures et des dessins. Et puis c'est aussi un collectionneur de dessins, ce que ne sont pas forcément les autres. Et il va constituer une très très belle collection de dessins où Degas tient une place extrêmement importante. Charles-Auguste Marand. Charles-Auguste Marand donc est un collectionneur qui lui va collectionner de manière plus ramassée dans le temps, vraisemblablement entre les années 1900-1915. Il va être à l'origine de la création d'une école au Havre, l'école coloniale à partir de 1908 qui va beaucoup l'accaparer. Sa collection est plus courte. Il achète aussi des impressionnistes, un sublime Monet, des œuvres de Maufra. Il va acheter jusqu'à une dizaine d'œuvres de Maufra. Donc il achètera des œuvres fauves, Marquet essentiellement, et les œuvres les plus éclatantes de sa collection seront des œuvres de Van Dongen. Et peut-être ce qui le caractérise, c'est qu'il est le seul des collectionneurs à acheter une œuvre cubiste, une œuvre de André Lotte, Arbre à Avignon. Alors, Géraldine Lefebvre, concernant Pieter van de Velde et Georges Dusseuil, deux amateurs éclairés encore. Tout à fait, de deux amateurs éclairés qui sont plus âgés que Olivier Sen et Marand, puisque nés tous les deux en 1848. Donc Van der Velde, commençons par Van der Velde. Il est originaire de Rotterdam, il s'installe au Havre dans les années 70 et il va rencontrer sa femme, Emma Bayeux, qui connaît très bien Eugène Boudin, et c'est à ce moment-là, dans les années 80-90, que Pieter van der Velde, tout en créant sa société de négoce en café et coton, il va se mettre à collectionner et à acquérir de la peinture. Il va commencer par des œuvres d'Eugène Boudin, puis se tourner vers Jonkin, également vers les impressionnistes très rapidement, puisqu'il va acheter pas moins de 14 œuvres de Pissarro. Il va avoir également de très belles œuvres de Monet.
Puis, dès les années 1904, Pieter van der Velde va s'intéresser aux jeunes artistes fauves, notamment à Camoin, à Matisse, à Derain, à Vlaminck, dont il va avoir des séries absolument remarquables. Van der Velde, il faut le dire, va être un des premiers acheteurs du Matisse fauve, puisqu'il va faire rentrer dans sa collection la très belle fenêtre ouverte à Collioure, qui est aujourd'hui conservée à la National Gallery à Washington, qui est une œuvre phare, une œuvre présentée au Salon des Indépendants de 1905 aux côtés de la fameuse femme au chapeau achetée par les Stein, et Van der Velde va être parmi ses premiers acheteurs de Matisse. Alors, pour Van der Velde, donc une collection extrêmement importante, une collection constituée donc d'artistes fauves. Également, ce qui est intéressant, c'est que Van der Velde a fait rentrer dans sa collection une œuvre de Picasso. Il est le seul au Havre, bien que ce soit une œuvre des débuts de la carrière de Picasso, une œuvre de 1901, La Mer, et donc en aucun cas, en tous les cas, une peinture cubiste. Pour évoquer maintenant Georges Dussueil, on a une collection plus petite en nombre, des œuvres importantes également, une collection constituée donc d'œuvres de Boudin, quelques œuvres impressionnistes mais peu, deux œuvres de Pissarro notamment, dont une très belle vue du port du Havre, pas de Monet dans cette collection. Par contre, beaucoup d'œuvres d'artistes contemporains, de jeunes artistes, notamment, là encore, donc des œuvres de Derain, Vlaminck, également pour revenir sur Derain, la très belle série de Londres qui est présente dans cette collection du Seuil. Donc voilà, une collection remarquable également. Quel a été en tout cas l'impact du cercle de l'art moderne et des relations avec les peintres tels que Matisse, Pissarro, Marquet pour le musée du Havre de l'époque ? Alors, elle est réelle. D'une part, ces collectionneurs, avant de créer l'association Le Cercle de l'Art Moderne, se retrouvent tous au sein de la commission d'achat du musée. Et ils vont être à l'origine de l'ouverture de cette collection qui se constitue à partir des années 1845 vers la modernité, faisant entrer donc des œuvres modernes et impressionnistes dès 1901. Ce sont eux qui seront par exemple aussi à l'origine de la venue de Pissarro au Havre en 1903 et qui seront les instigateurs de l'acquisition par la ville de deux œuvres de Pissarro de Port du Havre, faisant de la ville du Havre la seule collectivité à avoir acheté à Pissarro des œuvres de son vivant. Ce seront un petit peu plus tard des œuvres de Monet, 3 œuvres de Monet qui entreront dans les collections municipales en 1911, donc quelques années après la dissolution du cercle, pour un prix d'amis, 3000 francs à l'époque, 3 œuvres, donc un réel impact. De 1906 à 1909, en tout cas, une exposition chaque année avec le Cercle de l'Art Moderne. On peut vraiment dire que toutes les tendances artistiques du début du XXe sont visibles au Havre. Alors effectivement, une exposition collective chaque année, 2 expositions individuelles la première année, une exposition Boudin puis une exposition Friese, puis ensuite ces expositions collectives où sont présents tous les artistes du moment, les jeunes artistes contemporains, les faux bien sûr, avec des œuvres de Vlaminck, Derain, Matisse, Camoin, Marquet, sont présentées à ces expositions du Cercle de l'Art Moderne. Également des œuvres Nabi, avec la présence de Vuillard, la présence également de Bonnard, également des œuvres néo-impressionnistes. Signac présente 2 œuvres chaque année, Henri Edmond Cross également. Donc, toutes les tendances de la modernité sont effectivement présentes en ce début de siècle au Havre. Pour terminer cet entretien, peut-on finalement considérer que le Cercle havrais est un exemple réussi de décentralisation artistique et culturelle ? C'est effectivement un des exemples les plus aboutis. Plusieurs villes, enfin de nombreuses villes en province au même moment ont tenté également dès les années 1900-1905 de créer des cercles, mais qui ont eu une durée de vie beaucoup plus courte et qui n'ont pas présenté, je dirais, toute la jeune création contemporaine. Il y a eu d'autres essais, notamment à Pau, à Béziers, à Troyes, mais qui n'ont pas été aussi dynamiques que ce qui s'est fait au Havre en ce début de siècle. Merci beaucoup.